Bien. Alors on arrive à la fête de Pessah dans quelques jours. Dans la fête de Pessah, il y a dans la sortie d'Égypte, il y a un terme qui revient, qu'on retrouve un petit peu non seulement dans le langage des Chachamim, même dans les prophètes, dans les Cheskel notamment, où on voit que on emploie le terme de Léda. Léda, ça veut dire un accouchement, donc on nous parle de la sortie d'Égypte comme la naissance du peuple juif, mais la naissance pas seulement dans le sens de la date anniversaire du peuple juif, mais dans le fait que les juifs, il y a eu une léda, un accouchement, voilà. Un accouchement. C'est quoi un accouchement? Un accouchement, c'est une phase dans laquelle il y a un petit bébé, donc un être humain, qui n'existe pas, d'accord? Et puis tout d'un coup, il existe. D'accord? C'est ça un accouchement. Un léda, la naissance, c'est l'apparition de quelque chose, donc en l'occurrence d'un être humain, qui n'existait pas. Comme, on le répète souvent, comme cette expression des Chachamim qui nous parle au moment de la création du monde de Yesh mais Aïn. D'accord? Yesh, c'est l'existence, mais Aïn, donc du néant. On a expliqué ça de nombreuses reprises dans nos cours. Les hommes sont capables de transformer, d'exprimer, d'inventer, tout ce que vous voulez, mais au sens propre du terme, la création, donc dans son côté absolu, Yesh, mais Aïn, il n'y a que Hachem qui en est capable. C'est-à-dire que il n'y a qu'Hachem qui peut créer sans outils, sans matière, sans rien, qui va donner naissance à ce qui va être créé. Et en fait, quand on observe tout le ta'alir, tout le processus de la création du monde, ce qui est très intéressant, c'est que chaque étape de la création, donc la création va durer 6 jours jusqu'au Shabbat, chaque étape, elle est Yesh Me'ayin. Ok? C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'au moment où Hachem crée le ciel et la terre, alors avant ils n'existaient pas, puis maintenant ils existent, avant il n'y avait pas d'existence, et puis Hachem a créé l'existence, c'est pas que ça, c'est que à chaque fois, ce qui va émerger, ce qui va exister, existe de rien du tout. D'accord? Voilà ce que c'est Briat Haolam. Briat Haolam, c'est pas seulement un moment, un instant T, qui est le début, le Bereshit, et là Hachem y crée Yesh Me'ayin. Non. Tout au long de la création, chaque création, elle est Yesh Me'ayin. J'espère que vous m'avez suivi. Ok? Les Chachamim associent cette idée à Yetziat Mitzrayim. Ok? Je vais essayer de ne pas aller trop vite. J'ai un problème à comprendre ça. Oui. Quand l'homme est créé, il n'est pas vraiment Yesh Me'ayin. Il est créé à partir de quelque chose. La femme, elle est aussi créée à partir de quelque chose. Parce que Yesh Me'ayin, ça veut dire quoi alors à ce moment-là? Alors il y a fait. Mais en fait, on va d'Afka arriver à l'homme pour dire que c'est le plus Yesh Me'ayin qui existe. Mais en fait, pourquoi? C'est-à-dire que, oublions maintenant que le Aïn, c'est l'absence de tout. D'accord? Considérons que le Aïn, il est relatif au Yesh qui va suivre. Vous avez compris? C'est-à-dire que Bereshit bara Elohim, je vous l'accorde, il n'y avait rien du tout, et puis il y a eu quelque chose. D'accord, là c'est clair. Jusqu'à ça, vous le saviez avant ce soir. Ok, c'est un terme qui est très connu. D'ailleurs, même, c'est logique. D'accord? Maintenant, nous, ce qu'on veut expliquer, c'est que, en fait, le Aïn, donc ce néant-là, il est relatif au Yesh qui va suivre. Ok? Il est relatif au Yesh qui va suivre. C'est-à-dire que si moi, par exemple, maintenant, demain, je sais pas moi, j'invente quelque chose, je crée quelque chose de complètement nouveau,
Alors, c'est pas le yesh me'ayin absolu de Bereshit bara Elohim, du commencement lorsque Dieu a créé le ciel et la terre. Mais, à mon niveau à moi, ça va s'appeler yesh me'ayin. Ok? Comment c'est possible que ce soit un relatif avec ce qu'il va y avoir? Je pas comprendre. C'est-à-dire comme ça. Patrick, il pose une bonne question. Il est relatif à quelque chose qui a déjà eu, pas quelque chose qui va y avoir. Non, alors justement. Non, mais ça, c'est une vision simple, ce que tu dis. C'est une vision simple. Ok? C'est-à-dire le haïn, il est antécédent au yesh. Donc, avant yesh, il y a haïn, il n'y a rien. Donc, j'ai défini le haïn. Moi, je comprends qu'en fait, chaque jour, c'est quelque chose qui est vraiment indépendant totalement de quoi que ce soit. Je veux dire, il est ce qu'il est le jour même. C'est pas mal. C'est pas en rapport ni avec la veille, ni avec le lendemain. C'est pas mal. Mais moi, j'ai dit mieux. J'ai dit pas seulement chaque jour, chaque création. Oui, ok, je veux dire, chaque chose qui est créée dans ce... D'accord, mais Patrick il pose une bonne question, il dit, mais enfin, l'homme, pour prendre cet exemple, il n'est pas yesh me'ayin, puisque Hachem, il a pris quoi? Il a pris de la terre, il a façonné l'homme, Adam mina Adama, et puis il y a eu Adam. Elle existait la terre, on ne peut pas dire qu'il y avait haïn, c'était pas le néant complet. Alors moi je viens et je vous demande d'avoir une vision un peu nouvelle et de dire que c'est vrai que par rapport à la terre qui existait déjà, ou par rapport à, je ne sais pas moi, aux animaux qu'Hachem avait déjà créés, il y avait une existence, je ne remets pas ça en question, mais par rapport à ce que l'homme devient, c'est une telle innovation, l'homme, que par rapport à ce qui existait avant l'homme, donc on est dans le haïn. Mais encore une fois, ce haïn n'a de sens que quand on voit qu'est-ce qui a été créé. Si Hachem il avait pris de la terre, au lieu de créer un homme, il avait créé un bâtiment. J'aurais pas dit yesh me'ayin. Pourquoi? Parce que le yesh, c'est pas un grand changement par rapport à l'étape d'avant, donc que je peux pas appeler haïn. Vous me suivez? Parce que l'homme, en fait, il n'y a pas grand-chose à la matière entre l'homme... Voilà, si vous voulez, l'innovation que représente l'homme par rapport à la matière qu'il y avait avant, c'est une vraie innovation. C'est un vrai yesh me'ayin. C'est la grandeur de l'innovation, absolument. Regardez, je vais aller encore plus loin. On va réfléchir. J'affirme pas, je vous propose la réflexion. Un enfant qui naît, voilà, ça s'appelle yesh me'ayin ou ça ne s'appelle pas yesh me'ayin? C'est intéressant comme réflexion. Pourquoi? Parce que d'un côté, avant que l'enfant ne naisse, il n'existe pas l'enfant. C'est pas un être humain. D'un autre côté, quand un enfant il est en gestation dans le ventre de sa maman, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Oui, mais avant qu'ils soient en gestation. Oui, non, je te parle... On compare le moment de la création jusqu'au Non, moment des alors, 9 mois. moi je te parle du moment de l'accouchement. Est-ce que on peut dire de la léda, de la naissance, qu'elle s'appelle yesh me'ayin? Alors moi je vous dis comme ça, c'est sûr qu'avant la naissance, on ne peut pas parler de haïn, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a une maman qui est enceinte, c'est lourd, le bébé il bouge, il donne des coups, on se fait du souci, on attend, et puis, chas shalom, comment on dit, interruption de grossesse, c'est très grave, c'est une avéra qui est très grave dans la Torah, etc. Donc, il y a une existence. Mais par rapport à ce qu'il va y avoir après, tout d'un coup, le après, il transforme tout ce qu'il y avait avant en haïn. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est ça le chidouche du yesh me'ayin qui suit la création du monde. Ah, c'est vrai que quand on réfléchit aux choses, on les voit comme ça s'appelle yesh me'ayin. Prenons un exemple. En Israël, on voit ça souvent. Enfin, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je suis là. Moi, par exemple, voilà, quand je suis arrivé en Israël, j'ai étudié dans un bled. À l'époque, c'était un bled, ça s'appelait Be'er Yaakov. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, à l'époque, c'était un patelin, de chez Patelin, mais... Vous voyez, j'ai une bonne rassera en arrivant, quoi, vous voyez. Pendant les premiers mois, je me disais, mais où je suis tombé, quoi. Pour vous donner un exemple, entre le pnimia, donc le bâtiment où il y avait l'internat, et le Beth Midrash, tous les jours, il y avait des troupeaux de moutons, de chèvres qui passaient, etc. Ok. Et puis, il n'y avait rien. Tout l'avenir, c'était la race campagne, vous voyez, des arbres. Au loin, il y avait des petites maisons, un petit village comme ça, vraiment. 20 ans après, 25 ans après, quand on passe devant, quand on passe là-bas, mais c'est de la folie. Des dizaines de tours de 20-30 étages. D'accord? Il y avait que, je vous assure, il n'y avait que des champs. C'est-à-dire que, quand vous voyez ça, vous dites, purée, c'est yesh me'ayin, quoi. Alors là, il n'y a pas de moment de yesh me'ayin. Mais, vous voyez, c'est-à-dire que,
par rapport à ce qui est maintenant, on se rend compte qu'avant, vraiment, il n'y avait rien. C'est-à-dire que, pour vous dire, quand mon fils il a étudié là-bas jusqu'à son mariage, j'ai du mal, quand je vais là-bas me retrouver, je ne comprends plus où je suis, quoi. Les routes sont apparues, des ponts, des machins, des magasins, un quartier, quoi, une ville qui est sortie de terre. On voit ça souvent en Israël. Yesh me'ayin. Mais encore une fois, c'est un yesh me'ayin comment dire, avec une perception humaine. Maintenant, une naissance, on n'est plus dans la perception humaine des choses. Vraiment, une naissance, c'est... Moi, j'ai toujours dit que pour chaque naissance de tous mes enfants, j'ai jamais voulu, avant la naissance, me projeter, ni savoir si ça allait être un garçon ou une fille, ni réfléchir à un prénom, vous voyez, encore moins faire des achats ou quoi. Pourquoi ? Parce que je voulais vraiment sentir, je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre ce moment-là, de l'apparition de quelque chose qui fait qu'avant, a posteriori, on se rend compte qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. D'accord ? Et en vérité, c'est ce qu'on va voir dans la création du monde. Hachem, il crée les arbres. D'où ils viennent les arbres ? Ah, ils viennent de la terre. Oui, mais aujourd'hui, vous prenez une graine, parce qu'il y a déjà eu un arbre, vous la plantez, vous l'arrosez, vous attendez, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a un arbre. Mais là, non. Tout d'un coup, il y a eu des arbres. Tout d'un coup, il y a eu des oiseaux. D'accord ? Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le premier bara, Bereshit bara, la première création, parce que là, il y avait carrément, même pas la matière. Je vous l'accorde. Mais quand même, ça s'appelle quand même un yesh me'ayin. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Tout ce que Hachem fait, il faut le voir dans une optique de yesh me'ayin. D'accord ? On a un malade, il est très malade, les médecins vous disent... Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai lancé un message aujourd'hui pour mon père. Le médecin, il vous dit, il n'y a rien à faire, machin, etc. Nous, on croit, quoi. Yesh me'ayin, c'est rien pour Hachem. C'est rien. C'est-à-dire que si Hachem, il fait vivre quelqu'un qui... C'est ce qu'a dit la Gemara. Si Hachem, il fait vivre quelqu'un... Rappelez-vous, un jour, vous avez cité cette Gemara. La Gemara, elle dit, quel est le plus grand miracle ? La résurrection d'un mort ou une naissance ? Voilà ce qu'a demandé la Gemara. Et tout le monde dit, la résurrection d'un mort, la Gemara dit pas du tout. C'est beaucoup plus facile de faire revivre quelqu'un qui a déjà vécu que de faire vivre quelqu'un qui n'a jamais vécu. Mais là, personne ne s'étonne. On oublie de voir le monde avec cette optique de yesh me'ayin. N'est-ce pas ? Mais tout est yesh me'ayin. Vous n'avez pas d'argent ? Demain, il peut en avoir. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas la santé ? Demain, elle peut arriver la santé. T'as pas de femme ? Demain, elle peut arriver. Mais c'est vrai, tout est comme ça dans la vie. Tout. Pour celui qui veut bien voir les choses comme ça. Ok, donc, cette perspective, encore une fois, cette perception de la vie, elle s'appelle yesh me'ayin, elle s'appelle l'Eda, une naissance. Et les Rami vont nous dire que c'est comme ça que le peuple juif est né. C'est quoi Yetziat Mitzrayim ? C'est qu'avant, il n'y avait pas Israël, et tout d'un coup, il y a eu Israël. Tout d'un coup, on est devenu un peuple. Il faut comprendre pourquoi cette fête elle est tellement importante. Pourquoi elle est tellement importante ? Kippour, je comprends, on joue notre année. Ok ? Maintenant, vous prenez Purim, Hanouka, bon, c'est important, mais c'est pas aussi important que Pessah. D'ailleurs, on ne lui donne pas la même importance. Il n'y a pas autant de gens qui font Purim que de gens qui font Pessah. Pourquoi ? Parce que réellement, c'est une naissance. C'est une naissance. C'est-à-dire qu'une naissance, c'est-à-dire que c'est encore une date dans laquelle tout est possible, parce que les choses ne dépendent jamais de ce qui les précède. Jamais. En fait, en Égypte, on était un peuple en gestation, et après l'Égypte, on a pris notre indépendance. Très bien. On peut le dire comme ça. On dit aussi que la période qui précède la venue du Mashiach, elle s'appelle aussi Chevlé Leda, les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement. Parce que quand le Mashiach va venir, hop, de nouveau, rien ne laissait prévoir, on va constater que rien ne laissait prévoir que les choses allaient s'arranger de cette façon. Au contraire. Au contraire, dans tous les textes qui parlent de Chevlé Mashiach, on dit comme ça que plus ça va mal, et plus c'est la preuve que ça y est, ça va s'arranger. Mais c'est vrai en plus.
Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça que Hachem a créé le monde. Hachem n'a pas créé les événements selon un enchaînement. Il n'y avait rien, et tout d'un coup, il y a eu. Ah, mais comment ça se fait? Bah oui, c'est pas une question. C'est pas une question. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose de très mignon cette semaine. Mais encore une fois, voilà, on veut toujours des explications logiques dans la vie. Dimanche dernier, j'ai marié un couple à Tel Aviv. Dimanche après-midi, ils sont mariés ici à Tel Aviv. J'ai célébré le mariage, un petit couple très mignon, etc. Je prends l'avion lundi, et puis dans la semaine, je suis à Paris dans un magasin, dans un supermarché. Ok. Et puis, il y a un jeune homme qui vient me voir avec une bonne tête, vous voyez, un grand sourire, il me dit bonjour, vous allez bien? Ah non, moi, la vérité, j'ai toujours un peu de mal à. je sais que je connais cette tête, mais. Je dis bonjour. Et puis, moi, je ne reconnais pas. Il me dit mais vous ne reconnaissez pas, vous m'avez marié dimanche dernier. Bon, il n'avait pas la même tenue, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il est un peu plus négligé au supermarché. Mais une seconde, mais comment c'est possible? C'est une question, ça? Comment c'est possible? Non, le type, il a pris un avion, 4 heures après, il était là, zéro. C'est ça la vie. Dans la vie, il n'y a pas de question, mais il y a 5 minutes, d'où tu viens? Non. Les événements ne sont jamais dépendants de ce qui les précède. Voilà la règle de Yesh Me'ayin. D'accord? Très bien. Maintenant, écoutez bien. Comme ça, entre parenthèses, mais ce n'est pas notre sujet, mais on a lu dans la Torah, le Shabbat dernier, on a lu une paracha supplémentaire, n'est-ce pas? On a lu la paracha de Para. Ok? C'est quoi l'histoire de Para? Para, c'est la fameuse vache rousse. La fameuse vache rousse dont on se servait pour purifier celui qui était tamé, c'est-à-dire qui avait contracté une impureté à cause d'un mort. Ok? Alors, 2 points. Pourquoi on la lit? Parce que, comme à l'approche de Pessah, les Juifs devaient amener le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, et qu'on ne pouvait l'amener que si on était pur, et que c'est un des seuls Korban de l'année, pour ne pas dire le seul, que tout le monde devait amener. C'est-à-dire que vous pouvez très bien passer une année sans amener de Korban à l'époque du Beth Amikdash. Donc le sacrifice quotidien, il se faisait avec ou sans vous. Et puis si vous n'aviez pas spécialement envie ni besoin d'amener un Korban, vous pouvez passer une année sans y aller. Mais Korban Pessah, tout le monde devait y aller. Tout le monde devait amener son Korban. Voilà pourquoi la Torah a institué le fameux Pessah Sheni, parce qu'au cas où quelqu'un était impur à Pessah, alors on lui donnait une deuxième chance, parce que il ne faut pas qu'il rate cette occasion de faire ce fameux Korban. Mais déjà à l'époque, d'après certains même c'est Midéoraïta, on rappelait aux gens, avant le mois de Nissan, attention, préparez-vous, celui qui est tamé, purifiez-vous, pour pouvoir amener le Korban Pessah. Donc on a gardé l'usage de le dire même de nos jours. D'accord? Le deuxième point, c'est que cette fameuse vache rousse, donc qui permettait de purifier celui qui était impur, elle fonctionnait d'une façon un peu bizarre. Vous vous rappelez, c'est l'un des chocs, l'une des lois qui ne nous a pas été donné de comprendre de la Torah. On dit que même Shlomo Ameler, il a passé des années à essayer de comprendre, d'expliquer c'est quoi l'histoire. C'est que la vache rousse, elle rendait pur celui qui était impur, mais tout le Kohen qui s'occupait du processus de la vache rousse, lui devenait impur. Donc, la même vache, elle rendait pur ceux qui étaient impurs, elle rendait impur ceux qui étaient purs. Et ça, il n'y a pas d'explication. D'accord? Bref. Mais moi, l'histoire, ce qui m'intéresse, c'est cette notion de pureté et d'impureté. À part la vache rousse, quelqu'un qui est impur, comment il peut devenir pur? Mikvé. Le mikvé, n'est-ce pas? Comment ça marche un mikvé? Pourquoi un mikvé il rend pur? D'accord, mais je ne vous ai pas demandé techniquement comment on fait un mikvé. C'est quoi? On rentre dans une eau, ok, quelle que soit l'eau, puis on ressort, et puis on est pur, c'est tout. On se met dans le ventre de la mer. Dans le ventre de la mer. Quand on fait les Tazadaïm aussi, on a la même pureté avec l'eau. En Méditerranée. Mais pourquoi l'eau, elle purifie? Dans la vache rousse, il n'y a pas d'eau, hein? Enfin si, d'accord, il y a de l'eau, mais c'est l'eau, on l'a aspergée. D'accord, pardon, j'ai ma langue à fourcher. Mais le gars, il ne se trempait pas dans l'eau. L'eau, elle n'était pas là pour laver, même Netilat Yadayim. Alors, il y a une notion dans l'eau qui est intéressante. D'ailleurs,
avant de poursuivre mon raisonnement, la sortie d'Égypte, combien de temps elle dure? Non, pas le traversée, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, comme Pessah, elle dure 7 jours. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, elle est définitive quand les Juifs ont traversé la mer Rouge. D'accord? C'est-à-dire quand les Juifs sont sortis de l'eau. Ah oui. C'est là qu'on dit, ah ça y est, la extermination des Égyptiens, le problème il est définitivement réglé. Ok, c'est intéressant. Encore une fois, il y a une histoire avec l'eau, quoi. D'ailleurs, qui nous rappelle le moment où l'enfant sort du ventre de sa maman, il est dans un milieu qui est complètement immergé dans un liquide, et il sort de ce liquide. Ok? D'ailleurs, les Khamim se posent une question au niveau de la halakha. Quand quelqu'un rentre dans un mikvé pour se purifier, ok? À quel moment il devient pur? À quel moment le mikvé purifie? Est-ce qu'on est pur quand on est dans le mikvé? Ou est-ce qu'on est pur seulement quand on sort du mikvé? Selon la logique, quand on sort du mikvé. Et pourquoi? Si c'est le mikvé qui rentre dedans quand je suis dedans, c'est bon? Non? Bonne question. Bonne question. C'est l'association, c'est les deux, c'est et ça et ça. L'un sans l'autre ne peut pas se faire. Non, je te suis pour la moitié. On ne peut pas sortir si on n'est pas rentré. Là, je suis d'accord. Mais peut-être que ça suffirait de rentrer. Quand tu es dans le mikvé, tu es dans le ta'alif de purification. Qui t'a dit? Pas encore. Mais qui t'a dit? Selon la logique Après, de la t'as fait la naissance, de la mère morte, de la mère qui s'ouvre. Ah, parce que je t'ai donné des indications, donc tu te bases sur ça. Là, c'est la même logique. Mais là-bas, on n'était pas dans un processus de purification. Non, mais c'est quand on- Et après c'est qu'on quand a fait la bracha. Mais en fait, c'est quand on sort, en fait. En fait, c'est quand on sort, c'est quand on sort aussi. La bracha, c'est encore un autre problème. La bracha, c'est un problème technique. À quel moment il fait la bracha? Avant, après, pendant? C'est un problème technique. Hein? Et quand on fait Il y a des gens qui la font quand ils sont dedans, d'autres qui la font en sortant, d'autres qui la font avant. Quand on fait Adviat Kelim aussi, c'est pareil. Le Kelim devient pur quand une fois qu'on le ressort de l'eau. D'où vous savez? Vous avez jamais essayé de manger avec un kéli qui est dans le mikvé? Mais peut-être que c'est possible. Moi, je dis que dans l'eau, il est Quand on rentre, tao. est-ce qu'on laisse son impureté dans l'eau ou pas? Celui d'après alors, comment il fait? Justement, c'est pour ça. Et pourtant, un mikvé, on peut rentrer à la chaîne. Allez voir le vendredi après-midi, le mikvé. Homme. Dans l'eau, il est tao. Comment? Parce que je me rappelle une marque qui dit que la personne qui veut faire une bracha ou quelque chose comme ça, il peut être dans l'eau. C'est pas mal. Il arrive jusqu'ici, s'il ne voit pas. C'est pas mal, mais on n'a pas besoin d'être tort pour faire une bracha. C'était pas mal. Non, la nafkamina, l'incident, ce serait si par exemple quelqu'un, il va au mikvé, parce qu'il est tamé, et dans le mikvé, on lui propose de manger quelque chose qui est des troumas. Est-ce qu'il a le droit de le manger ou pas? Non, encore, je suis encore tamé. D'accord? Bref. D'après la plupart des possibles, et c'est comme ça la halakha, on est tahor quand on sort de l'eau. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on laisse sa touma dans le mikvé. Hein. Le mikvé ne devient jamais tamé. Il ne devient jamais tamé le mikvé. Le mikvé, même si on prend un mort, on le met dedans, et on le ressort, l'eau elle reste tahor. Lui, il est bien. Et il devient noyé. Je pense que quand on fait Maïm Acholim, Ouais. je crois que l'eau, elle est justement elle est tamée, non? Il a fait parce que c'est pas un mikvé. Parce qu'un mikvé ne devient jamais tamé, si tu veux que je t'explique techniquement comment ça fonctionne. Parce que l'eau, elle est mechouberet la karka. Elle est rattachée au sol. Mais si tu prends l'eau du mikvé et avec tu fais maïm acharonim, elle devient tamée l'eau. Parce que tu l'as sortie du mikvé. Mais tant qu'elle est dans le mikvé, elle reste toujours tahor. D'accord? Alors, l'idée à laquelle, évidemment, je veux arriver, c'est quoi? C'est que, encore une fois, on assiste à ce processus qui consiste à sortir. D'accord? À sortir de quelque chose. En fait, moi, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que, on va se servir du mikvé pour bien comprendre cette idée, hein, c'est qu'en fait, quand on parle de l'Égypte, on dit Yetziat Mitzrayim. D'accord? Quand on parle d'une naissance dans la Gemara, on dit Yetziat Avlad.
la sortie du bébé. Parce que le fait de sortir, c'est ça qui est déterminant dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien, le paradoxe. Je suis en train de vous parler de cette règle qui s'appelle, de cette loi qui s'appelle Yesh Me'ahin. Ça veut dire quoi? Où l'étape présente ne dépend pas de l'étape qui précède. Mais là maintenant, je suis en train de vous parler de quelque chose apparemment qui est complètement... C'est l'inverse. Je vous parle de Yetsia. Yetsia, c'est-à-dire qu'il a fallu sortir. Les choses prennent un sens nouveau. Pourquoi? Parce qu'elles sont extraites de quelque chose. Ok? La suite d'un événement. Voilà. La suite de quelque chose qui a précédé. Alors, est-ce que c'est directement lié à l'étape d'avant? Je ne sais pas. C'est pas sûr. Mais par contre, ce qui est déterminant, c'est le fait de sortir de quelque chose. Ok? Sortir de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, même au niveau de la vie quotidienne, on dit d'ailleurs en français, on est dans une galère, on est sorti de la galère. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on n'apprécie jamais autant la vie que quand on est sorti de quelque chose de mauvais. Ok? On n'apprécie pas parce que on apprécie plus dans ce cas-là parce que on a vécu quelque chose de plus négatif, donc maintenant on comprend la différence. Mais si c'est vrai que si on a connu quelque chose de galère, quoi. Je veux dire, si on n'a pas connu quelque chose de galère, on peut pas dire. Non mais si tu as connu, plus que ce qu'il y avait avant, si tu as connu quelque chose de galère et que là-dessus, tu vis aussi une grande joie. La joie, elle est gâchée par la galère. Il faut que tu sortes de la galère. On dit la même chose. Mais moi, j'insiste sur cette étape qui s'appelle Yetsia. D'accord? Yetsia, c'est très important. Maintenant, moi, ce que je veux inventer comme concept, c'est que il peut y avoir Yetsia de rien du tout. Il s'appelle Yetsia quand même. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien, voilà, je vais le dire avec mes mots. On ne sort pas forcément de dedans. On peut sortir même de dehors. Facile. Si. Et si on sort de dehors, ça veut dire. On sort de Attends, Non. un minute. C'est que quand quelqu'un dit je sors, donc on dit donc il était dedans. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. C'est ça que je veux vous dire. Ça n'a pas d'importance. On n'est pas obligé d'être dedans pour sortir. Mais on va forcément dedans. C'est technique, c'est ton problème. Non, si on sort de l'extérieur. T'as pas compris, moi je suis un génial inventeur. Ok? Et je veux sortir justement du carcan intellectuel dans lequel il y a des idées qui sont établies. Non, moi je balaye tout. Je sors. C'est pas pareil que sortir de rien. Comment? Non, mais Comme sortir. si on était sorti Attends, de il rien. faut écouter. Mais pourquoi vous dites ce que vous dites? Donnez-moi une preuve que vous avez raison. Quelqu'un qui me dit je sors dehors, je comprends qu'il était dedans. On peut sortir de plein de choses. Non, mais ça dépend. Sans être interne. Physique D'accord, mais c'est- ou pas physique, par C'est exemple. passé d'un état Quand à on l'autre. sort, le bébé qui sort du ventre de sa maman, Ouais. il sort de quelque chose. Ils sortent de Et dedans. cette médecine, ils sont sortis de l'eau, effectivement. Mais quand on sort de la galère, comme vous avez dit tout à l'heure, On sort d'une galère. oui, mais. On s'en vient. c'est- Voilà. C'est Donc on sort. Mais c'est ça que je veux qu'il apprécie. un état, mais c'est pas physique. Mais je m'en fous physique ou pas. C'est pas ni c'est- physique, ni physique, ni travail. Mais- Tu sors. Allô, c'est toi qui veux réduire la notion en disant physique et pas moi. Physique ou pas physique, c'est ton problème. Tu l'adaptes à ce que tu veux. Mais moi, il y a une notion qui s'appelle Yetsia. Cette notion-là, on va dire comme ça. Regardez bien. On va dire comme ça que la Yetsia en elle-même, elle est une expérience. Elle n'est pas une expérience qui dépend de là où j'étais avant. Un petit peu quand même. Non. C'est un peu conditionné. Non. Ce qu'il y aura après. Évidemment, puisque je passe d'un état à un autre état. Ok? Mais ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est que même si je reste dehors, je peux employer le mot « je suis sorti ». Pourquoi? Parce que maintenant, je suis dans une autre phase. La phase qui consiste à passer d'un point à un autre point. Je ne nomme pas le point. Mais je ne peux pas enfermer cette notion dans un dedans et un dehors, dans seulement une galère et une libération, dans Égypte et pas Égypte.
savez quoi? On aurait pu sortir d'Égypte tout en restant en Égypte. Quand il fallait qu'on traverse la frontière pour sortir d'Égypte? Non. Non, c'est un problème technique. On aurait pu sortir d'Égypte, même si l'Égypte s'étendait sur toute la longueur du désert. Ça se serait appelé aussi une sortie d'Égypte. Je viens de l'inventer, ce que je vous dis. Hein. Mais je veux que intellectuellement, vous me suiviez. C'est-à-dire que, faites-moi plaisir, faisons abstraction de l'étape qui est avant Yétia. C'est Yétia qui m'intéresse. Yétia. Un enfant, il est enfant. Et puis un jour, il devient adolescent. Et puis un jour, il sort de l'adolescence, il devient adulte. Combien de temps ça dure l'adolescence? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire que quand un enfant, il est sorti de l'enfance, on dit, ah ça y est, il est sorti, c'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de l'enfance. Ah, ce n'est pas l'étape d'avant qui m'intéresse. C'est de pouvoir dire, maintenant, c'est un adulte. Maintenant, c'est un adulte. Vous savez, sortir de l'adolescence, ça peut vouloir dire ne plus être un rebelle. Ça peut vouloir dire prendre de l'assurance. Ça peut vouloir dire ne plus avoir d'acné aussi. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein, sortir de l'adolescence. Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, la personne, elle a passé une porte. Et je ne veux pas la limiter à dedans, dehors, avant, après, tel âge à tel âge. Non, non. Non, non. Moi, je veux que dans ma vie, je veux pouvoir sortir constamment. Constamment. Moi, à 14h, on me donne une mauvaise nouvelle, je suis en stress, puis à 18h, j'ai réussi à sortir du stress, de l'angoisse. Comment? Je ne sais pas. Ne demandez pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Je suis sorti, ça y est, c'est fini. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent dans la vie. Je ne sais pas, il y a une galère, okay, quel que soit l'ordre. Ok, puis la galère elle nous prend la tête, on est dedans. Mais non, mes chers amis, il faut savoir sortir. Bon, ok, ça y est, c'est bon, d'accord. Ou je peux rien faire, ou j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas d'esprit alors. Complètement. Non, mais c'est-à-dire que d'abord, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que ça existe. Vous savez, par exemple, il y a des gens qui ont des soucis. Voilà. Je me rappelle un jour avoir parlé à un homme, un monsieur, qui avait des gros problèmes de shalom bayit. Alors il me raconte sa vie, tatati tatata, il y a ceci, il y a cela, etc. Machin. Et puis au fur et à mesure, je le fais parler, et je lui raconte, je dis, mais dis-moi, quand tu rentres chez toi le soir après le travail, d'accord, quels sont les sujets que tu évoques avec ta femme? Alors c'est là qu'il me raconte qu'en fait, dans son travail, il a des gros soucis de parnassa, que financièrement, ça va très mal à la maison. Et il me dit, tu comprends, on en parle constamment avec ma femme. Et moi, je lui dis, donc, tu es un malade. Ton problème, il est insoluble. Pourquoi? Parce que si tu ne sors pas des soucis qui vont empoisonner ton couple, tu restes dedans. Donc tu peux jamais résoudre ton problème de couple. Tu t'investis pas dans ton couple. Dans la vie, j'ai besoin de sortir de quelque chose pour rentrer dans quelque chose d'autre. Quand je vais faire ma prière, par exemple, pour pouvoir rentrer dans ma prière, il faut que je sorte de tout le reste. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on va parler de mots plutôt déconnecté. Un peu trop moderne comme mot. Ça, je comprends. Et puis je vais vous dire quelque chose, déconnecter ça me fait un peu peur, parce que enlever toutes les connexions c'est très difficile. Sortir c'est plus facile. Sortir c'est plus facile. Alors, regardez, il y a une expression qui est triste mais en même temps très belle. C'est la fin du Shabbat, on l'appelle Motsae Shabbat. C'est quoi Motsae Shabbat? C'est triste, mais on sort du Shabbat. D'un côté, ce qui est beau, c'est qu'on rentre dans le Shabbat à la fin de la semaine. Mais les Khamim, ils ne sont pas fous, ils n'ont pas dit on sort de la semaine. Parce que c'est trop dur. Mais finalement, un vrai Shabbat, ce serait ça. Ce serait sortir de la semaine pour entrer dans le Shabbat. Je comprendrais, ce serait logique après de dire qu'on sort du Shabbat pour entrer dans la semaine. Ça, c'est pour répondre à ce que vous dites. Des connexions, c'est encore plus dur que juste sortir.
Hein, voilà, c'est ça l'idée, mes chers amis, vous avez compris? C'est ça l'idée. Alors maintenant, cette idée-là, elle trouve son sens dans l'histoire du mikvé. Ok? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure ce point, comment on construit un mikvé? Quelle est la condition pour qu'un mikvé devienne un mikvé? Quelle est la différence entre un mikvé, une piscine et une baignoire? C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est de l'eau de pluie qui ne stagne pas et ça vient de la terre. Non, elle est reliée à la terre. Non, elle est reliée à la terre, ça oui, mais ma baignoire aussi. Hein. Enfin, pour ceux qui habitent un rez-de-chaussée. En tout cas, une piscine. Mais par contre, c'est une eau qui vient directement de la pluie ou d'une source, ok, et qui à aucun moment n'est retenue. Mais du tout. Elle n'a jamais stagné. D'accord? C'est-à-dire que je vais expliquer techniquement comment ça marche un mikvé. Il y a le bas dans lequel on se trempe, n'est-ce pas? Il est carrelé, il y a des escaliers et tout. Souvent, il est beau, éclairé, chauffé, tout ce que vous voulez. C'est pas ça le mikvé. Le vrai mikvé, c'est un autre bassin qu'on ne voit pas, d'accord? Dans lequel il y a de l'eau, uniquement de l'eau de pluie, ok? Et entre le bassin dans lequel je me trempe et le bassin dont je viens de vous parler, il y a juste ce qu'on appelle une achaka. C'est-à-dire, il y a un contact. Ok, il y a une espèce de tuyau qui relie les deux eaux. Et en fait, comment ça se passe? Le bassin dans lequel on se trempe, bah, forcément, il faut changer l'eau souvent. Ok, une fois qu'on la remplit avec de l'eau propre, on ouvre le bouchon qui relie les deux bassins. Les eaux, entre guillemets, se mélangent. On referme et le mikvé devient cachère. D'accord, vous avez suivi? Facile. Mais l'eau du bassin dans lequel on se trempe pas, c'est une eau qui stagne. Celle-là, c'est de l'eau de pluie. Et celle-là, avant d'arriver dans ce fameux bassin, dans ce fameux bac, à aucun moment elle n'a été retenue. Donc, elle va tomber, admettons, on va prendre de l'eau de pluie, elle va tomber sur le toit de l'immeuble dans lequel est le mikvé, et puis l'eau de pluie va glisser, d'accord, sur des gouttières, et les gouttières, elles vont être penchées, pour qu'à aucun moment l'eau stagne. Et puis directement, tac, il y a toute une tuyauterie qui amène directement dans ce mikvé. Voilà pourquoi il y a un bassin qui reste avec de l'eau pendant 6 mois. Et ça, c'est l'eau qui... C'est ça là qui nous purifie. Et quand on relie les deux bassins, ça suffit. Ça reste pendant 6 mois. Elle Ouais. stagne. Comment on fait pour pas que ça stagne? Même si Non, mais je t'explique, une fois qu'elle arrive dans un bassin qui a une certaine dimension, voilà, excuse-moi, le point qui te manquait, alors elle peut stagner, ça ne nous dérange pas. Elle est déjà mikvé, ça y est. Et l'autre l'eau de mer, l'eau était ça là. peut... L'eau de mer aussi, l'eau de mer c'est bon. L'eau d'un lac par exemple, ça dépend. Ça dépend de la grandeur. Ça dépend pas de la grandeur, ça dépend d'où vient l'eau du lac. D'accord? Est-ce qu'il est alimenté par une rivière? Si oui, quel est le débit de la rivière par rapport à l'eau qui s'échappe du lac, l'évaporation? C'est des calculs qui sont très compliqués. Bref, peu importe, pas vous casser la tête avec tous les halakhot, mais ce qui compte, c'est que cette eau n'a jamais été retenue. Ok? Parce que là, c'est facile. D'accord? Pourquoi il faut que cette eau, pourquoi on ne peut se tremper, pourquoi il n'y a que cette eau qui rend pure? Alors écoutez bien ce que dit les Khamim, c'est très intéressant. Ils disent parce que cette eau-là, en fait, écoutez, l'expression c'est la suivante, c'est parce que c'est l'eau de la création du monde. C'est une eau dans laquelle l'homme il n'est jamais intervenu. Ok? L'eau elle vient de la création du monde. Comment ça marche? Ça marche de la façon suivante. Il y a marqué dans la Torah, au début. Et Hachem, au commencement, a créé le ciel et la terre. V'yaharet. Alors c'est quoi cette terre? Au moment de sa création, elle est comment la terre? À quoi elle ressemble? Voilà. V'yaharet, ça a été tohu vavohu. V'chocher alpeneteum. Donc on a 4 mots. Tohu, vohu, chocher, tehom. En un mot, du vide, du balagan, quelque chose qui est indéfinissable. Veruach Elokim, et l'esprit d'Hachem, merachefet, plane, alpene amaim, sur la surface des eaux. Quelles eaux? D'où elle vient cette eau? D'où vient cette eau? Hein? Mais on t'a dit qu'on avait créé de l'eau? On t'a dit qu'on a créé la terre. Et tout à coup on dit, ah oui, l'eau, il y avait de l'eau. Mais d'où vient cette eau? Incroyable.
incroyable. C'est une question que tout le monde se pose. Ok? Mais en même temps, c'est une question qui apparemment n'en est pas une, puisque la Torah le dit avec une évidence troublante. C'est-à-dire, bon, ben voilà, il y avait de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, le début de la création du monde, c'est quoi? C'est de l'eau, du vide, Tehom, et de la terre. Ok? Cette eau-là et cette terre-là sont les deux éléments desquels vont émerger tout le reste. Ça veut dire que, malgré la règle de Yesh Me'ayin qu'on a expliquée, d'où viennent les éléments qui vont être créés plus tard? D'où ils viennent? Ils viennent soit de Eretz, soit de Maïm. Soit de la terre, soit de l'eau. Et ce qui est créé sur la terre ne peut pas vivre dans l'eau. Et ce qui est créé dans l'eau ne peut pas vivre sans eau. Voilà les deux catégories de création qu'il y a dans le monde. Enfin, il y en a plusieurs autres. Mais tout ce qui a été créé, on peut le diviser. Soit ça fait partie du monde aquatique, mais ça peut vivre que dans l'eau. Prenez une algue, vous la sortez de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle se déchire, sèche et elle meurt. Vous prenez n'importe quel autre élément de la création qui a été créé sur la terre sèche, vous la mettez dans l'eau, au bout d'un moment quoi? Elle se noie. Elle ne peut pas continuer à vivre. Je parle dans ce qui est vivant. D'accord? Cette eau-là, elle s'appelle Maïm Chaim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une eau dans laquelle il n'y a aucune intervention humaine. Et c'est cette même eau qu'on retrouve à chaque fois qu'il pleut. Et c'est cette eau-là qui va permettre à l'homme de se purifier quand il est devenu impur. Ok? Et c'est cette eau-là, diront les Chachamim un peu plus tard, lorsque Hachem crée l'homme, n'est-ce pas, il fait une forme. Ok? Il fait une forme. L'homme, il le façonne. Et après, il y a marqué qu'il lui souffle dans le nez et il lui insuffle sa neshama. Mais pour qu'une chose prenne forme, il est impératif que quoi? Qu'il y ait de l'eau. On avait expliqué un jour dans un cours que la différence qu'il y a entre la terre et l'eau, c'est que la terre prend la forme que vous voulez. On peut faire une forme avec la terre, mais avec l'eau, l'eau ne peut pas avoir de forme. C'est impossible. N'est-ce pas? Non, à ce moment-là, c'est pas l'eau qui a une forme. C'est l'air qui est dans l'eau qui congèle et qui emprisonne l'eau. D'accord? Donc la différence entre la terre et l'eau, c'est quoi? C'est que la terre, elle peut... Et l'eau, pas de forme. Y a-t-il une autre différence entre la terre et l'eau? Il y en a une, et vous la connaissez, on en a déjà parlé. Enfin, vous n'étiez pas tous là, mais ceux qui étaient là. On avait expliqué comme ça. On a expliqué que c'est vrai que l'eau n'a pas de forme, mais rien ne peut avoir de forme s'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que quand une chose elle est complètement sèche, on ne peut pas lui donner une forme. Vous êtes d'accord? Pourquoi non? Là, c'est complètement sec, pourtant il y a une forme. Je sais pas, ce bois-là, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, pourtant il y a une forme. Si je le sèche, là, ce bois-là, il va... Je vais te répondre. Il aura la même forme. On va laisser tomber le téléphone, c'est un peu compliqué. Ah, voilà, le bois, là, le bois. Non, mais le bois, il n'a pas de forme, là. Même le rocher, ils n'ont pas de forme. Non. D'abord, le rocher, il est comme il est. Si vous voulez, vous pouvez lui donner une forme. Mais vous savez ce qu'il faut faire pour donner une forme à un rocher, comme d'ailleurs un meuble? Non, mais je t'explique. Ah, tu as dit le mot. Tu as cassé un arbre, et tu l'as cassé selon une forme qui t'intéressait. C'est pas ça une forme. C'est pas ça une forme. C'est comme le rocher, vous prenez un machin, vous cassez, et puis vous donnez une forme au rocher. Vous l'avez pas donné une forme, vous l'avez cassé. Ça veut dire modeler. Hein? Je sais pas comment ça s'appelle. Pour moi, ça s'appelle casser. Par contre, modeler, c'est quoi? Vous prenez la terre, vous cassez rien, mais vous rajoutez un peu d'eau, ça devient un peu mou, et puis en plus, quand ça sèche, ça tient. Mais c'est grâce à l'eau. S'il n'y avait pas d'eau, ça ne tiendrait pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, ce que fait l'eau, c'est qu'elle permet aux éléments de se souder les uns aux autres, et elle donne une forme. Donc c'est incroyable, parce que l'eau n'a pas de forme, mais il n'y a pas de forme sans eau.
Sauf ce qu'on casse, mais ça compte pas, ça. C'est cassé. Non, c'est pas pareil. C'est pas ça une forme. Toi, tu peux avoir une forme en tant qu'être humain. Une soura. Pourtant, il n'y avait pas d'eau. Hein? Bien sûr, tu as été 70% d'eau. Alors ça, le chidouche. Le chidouche, c'est que quand la Torah elle te dit que Hachem, il a formé l'homme, ça veut dire donc qu'il a pris de l'eau pour le former. Quelle eau? Maïm Chaim. Et en fait, écoutez bien. Ça explique la naissance de l'homme. C'est quoi une naissance? C'est quand l'enfant, le tinoc, le bébé, il sort de ce liquide. Ah, tout d'un coup, il existe. Parce qu'il est sorti de ce liquide. Eh bien, c'est comme ça que l'homme est né. C'est comme ça que les Juifs sont sortis d'Égypte. La vraie sortie d'Égypte, elle se termine quand les Juifs sortent de l'eau. Sortir d'un élément, c'est ça qui donne une nouvelle existence à la chose. Moi, ma journée, elle peut être composée que de moments qui sont complètement nouveaux. Parce que chaque fois, je sors de l'étape qui a précédé. Mais encore faut-il en être capable. Et c'est toute l'idée de la tahara dans la vie. C'est quoi tahor? C'est quoi tamé et tahor? Tamé, c'est quand je suis rentré dans un mécanisme qui est impur, qui me rend impur, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais je peux sortir de ça. J'ai fauté, je suis impur. Je ne suis pas impur physiquement. Je suis impur dans ma tête, j'ai fauté. Il y a un concept qui s'appelle la teshuva, vous connaissez? C'est quoi la teshuva? C'est sortir de la faute. C'est possible. Et en fait, tout ce que je voulais expliquer ce soir, c'est quoi? Enfin, jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est que cette idée de l'Eda qu'on trouve dans la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est ce concept qui s'appelle sortir d'une... passer par la case sortie pour arriver dans une nouvelle étape qui va s'appeler Yesh. Et avant, Aïn. Il y a peut-être des choses, mais ils n'ont rien à voir avec ce qu'il va y avoir dorénavant. Voilà ce que c'est Yesh Me'aïn. Yesh Me'aïn, mes chers amis, c'est la solution à tous les problèmes. Il n'y a aucun problème au monde qui peut résister à Yesh Me'aïn. Ça n'existe pas. Il faut juste être assez imaginatif pour envisager qu'après, maintenant, là, il peut y avoir une étape qui n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Rien à voir. En tout cas, si Hachem n'avait pas réfléchi, excusez-moi l'expression, de cette façon, il n'aurait jamais pu créer le monde. Et pourtant, il a créé le monde. Si ça n'existait pas, cette loi que je viens de vous expliquer, le rachat, il resterait rachat toute sa vie. Parce que devenir tzaddik, c'est quoi? C'est sortir d'un état de rachat. Et si demain vous avez un grand tzaddik qui vous dit c'est bon, ce matin j'ai fait des chouvas, vous dites mais des chouvas de quoi? Ça ne vous regarde pas. Lui aussi, il a conscience qu'il est sorti de quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais il en est sorti. Il y a une question. L'eau dans les rêves, ça a quelle signification? Parce que j'ai énormément de rêves. Tu sais très bien. Je rentre et je sors à chaque fois. C'est beaucoup de rêves avec de l'eau. Mais beaucoup d'eau. C'est où la mer ou une piscine Qu'est-ce que tu dis? Non, mais il y a une signification de la vie. Bien sûr qu'il y a une signification. De l'eau. Il y a un midrash qui dit comme ça que Hachem a créé le monde avec 4 éléments. Ok? L'air, la terre, l'eau et le feu. N'est-ce pas? L'air, c'est le kavod. Donc c'est la dignité de l'homme. Voilà. Mais c'est important quand même. Mais il faut savoir maîtriser ça. La terre, au contraire, c'est le côté inactif de l'homme. C'est aussi important de se reposer, de rien faire, mais c'est dangereux d'être... on peut devenir paresseux. Ok? L'eau, c'est l'envie. C'est le plaisir. L'eau, c'est le plaisir. Et le feu, c'est la jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est l'ambition. La jalousie, c'est obtenir ce que je n'ai pas.
C'est-à-dire que l'un provient de l'autre. C'est le même accord. Donc si t'es pas jaloux, tu n'es pas ambitieux. Eh ouais. Si on voit jamais de feu, ça veut dire qu'on est pas Non, ambitieux. c'est logique parce que C'est quoi si on, dans quoi? Si on voit jamais de feu, je sais pas, dans les rêves, c'est-à-dire qu'on est Non, j'ai pas parlé des rêves. J'ai pas parlé des rêves. J'ai expliqué ce que c'est l'eau. Maintenant, après, dans ton rêve... D'après tous les d'après tous les... Comment on appelle là, les psychanalystes, l'eau, c'est tout ce qui est... comment on dit non, mais c'est tout ce qui est... C'est tout le côté érotique de la personne. C'est une part importante dans la vie d'un homme. Donc ça sort dans les rêves de cette façon-là. C'est le côté tava. Hein, c'est ce qui va donner, écoutez bien, ce qui va donner, parce que rien n'est négatif, hein. Tout dépend comment on utilise les choses. Ce qui va donner la notion de oneg. Oneg, c'est le plaisir, notamment celui du Shabbat. Et oneg, ça vient de Eden, le Gan Eden. Nun, c'est Nahar, les fleuves du Gan Eden, donc l'eau. Et Gimel, c'est Gan. Oneg, Nahar, Gan, ça nous donne Oneg. Eden, Nahar, Gan. C'est quoi? C'est la notion de Gan, c'est ce qui est physique, ce qui est matériel. Ok? Nahar, c'est l'eau, c'est la notion de plaisir. Et Eden, c'est le plaisir qui a une dimension spirituelle. Tout ça, ça s'appelle Oneg dans la Torah. Donc quand tu manges un bon couscous, mais c'est vrai, pour honorer le Shabbat, ça s'appelle Oneg. C'est comme ça qu'on écrit Oneg, mon cher ami. Aïn, Nun, Gimel. Non, non, ouais. D'accord? Maintenant, tu nous as attendu une perche. C'est-à-dire que dans la vie, l'homme, la tendance naturelle de l'homme, c'est quoi? C'est de rester dans ses envies. Les envies, c'est très important. Le côté tava de la vie, il est très important. Il faut tout aimer. Il faut être attiré par les choses. Mais il ne faut pas rester là-dedans. C'est-à-dire que dans la vie, le plaisir, l'attirance comment dire, à une fonction, on va dire, détonatrice. Mais il faut savoir sortir de cela. Il faut savoir dépasser cette notion-là. C'est ça l'Eda. L'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il n'a pas envie de sortir. Pas envie de sortir. Mais il est obligé, il n'a pas le choix. Quand vous allez à la plage, vous avez envie de sortir de l'eau, vous? Non, on est bien dans l'eau. On est bien dans l'eau. Non. Pardon? Quand on mange du chocolat, quoi? Non, mais le chocolat, le chocolat, il règle son problème tout seul. Parce que si tu en manges trop, à la fin, tu es écœuré. Mais l'eau, non. L'eau, ça écœure pas. L'eau, c'est ce qui n'a pas de goût, mais qui en même temps qui est toujours agréable. On peut parler de l'eau pendant des heures et des heures. On a déjà fait des cours sur l'eau. Mais moi, encore une fois, ce qui m'intéressait, c'est pas l'eau, c'est la Yetzia de l'eau. Et c'est toute la notion de Kriyat Yam-Souf. C'est quoi Kriyat Yam-Souf? C'est que les Juifs sont rentrés, tout à l'heure, on a dit que ce qui rendait pur, c'était de sortir du mikvé. Les Juifs sont rentrés dans la mer Rouge. Qu'ont fait les Égyptiens? Ils ont dit, si eux, ils sont rentrés, nous aussi. Ils sont rentrés. La différence qu'entre eux et nous, c'est quoi? C'est que nous, on est sortis, eux, non. Incroyable. Est-ce qu'à cause de notre naissance, à cause de leur mort? Mais c'est pas parce que c'est notre naissance. C'est parce que nous, on en est sortis qu'on est nés. Eux, ils en sont pas sortis, bon, bah, ils sont pas nés, quoi. Hein? C'est pas une question de chance. Regardez, n'importe quel peuple dans l'histoire, comment se forment les peuples? Les peuples se forment ou bien parce qu'ils ont gagné, ils ont conquis des territoires, ou bien parce qu'ils ont éliminé d'autres peuples. Mais nous, on est sortis d'Égypte, on est partis d'Égypte. Normalement, regardez, la logique aurait voulu que quoi? Que c'est nous qui avons perdu la guerre contre l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on s'est sauvés. Eux, ils sont restés. Dans une guerre, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est vaincu, c'est lui qui s'en va. Eh ben, c'est une vérité ou pas? Quand même, ils ont tout fait pour nous annuler, pour nous exterminer. Au contraire, dans ce cas-là, précisément, pour nous, c'était une victoire. Non, mais vous ne comprenez pas du tout. Tu le sais pas, tu le dis parce que depuis que tu es petit, on te l'a appris. Mais tiens un peuple, une espèce de famille à grande échelle. Ok, tu es dans un pays où on veut t'exterminer. Tu arrives à te sauver de ce pays. Et quoi? Tu es dans le désert.
C'est pas que tu te sauves chez toi, t'as rien, t'as pas où aller. C'est ça une victoire? C'est pas une victoire. Comment on les appelle en ce moment, là, ceux qui se baladent dans le monde entier, les pauvres? Les émigrants. Hein? Les migrants. C'est une victoire, ça? Dire, ouais, on les a bien eu à Daesh, hein? On est dans un bateau, une coquille de noix au milieu de la mer. On va voir s'il sort de l'eau. Moshe aussi, il a été sauvé des eaux. Bien fait. Très bien. Hein? Elle a rappelé que Moshe, je vais le dire un peu différemment. Je crois qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Moshe, il avait plusieurs prénoms. Et chaque prénom, il avait une signification. Il était ceci, il était cela. Le seul nom négatif de Moshe, c'est Moshe. C'est quoi négatif? C'est quoi Moshe? On l'a sorti de l'eau. Minamaim Mishitio. C'est-à-dire que Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on sait juste qu'il est sorti de l'eau. Et c'est comme ça qu'on le définit. C'est un autre prénom qu'on aurait dû choisir. De là, on voit que quoi? Que ce qui a fait Moshe, c'est le fait qu'il soit sorti de l'eau, justement. Voilà, exactement ce qu'on... Merci de me l'avoir rappelé. Incroyable. Alors, mes chers amis, on va conclure. L'idée qu'on retire de tout cela, c'est quoi? C'est qu'il y a une date qui s'appelle Pessah, qui est la date de la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. La naissance, on ne va pas y revenir, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Ok. Ah, mais cette date-là, elle correspond à quoi? Elle correspond au moment où on est sorti. La sortie, on ne pensait pas que ça pouvait être une victoire, que ça pouvait être la victoire. Au contraire, la Torah, elle met l'accent sur ce point-là, le fait d'être sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que sortie égale l'éda, naissance. Et la naissance, c'est justement, la naissance, c'est pas que c'est mieux dehors que dedans. Un enfant, quand il naît, il n'est pas content de naître. Mais il est né. Mais il est sorti de là où il était. C'est ça qui détermine l'être humain. L'être humain, tout au long de sa vie, il va rencontrer des moments qui sont plus difficiles que d'autres, etc. Ok? Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé Yesh Me'ayin. Ça veut dire qu'il a créé l'étape d'après, sans aucun rapport avec l'étape d'avant. C'est ça, Yetzia. C'est ça, Yetzia. Yetzia, excusez-moi, Yetzia, si vous voulez que je vous donne une image, pour revenir à dedans, dehors, machin, etc. Yetzia, c'est imaginer, il y a une rue, ok? Moi, j'habite de ce côté et vous habitez de l'autre côté de la rue. Puis il y en a un de nous deux, il a un palais, et l'autre, il a un petit trou dans lequel il habite. Quand on est dehors et qu'il pleut, tous les deux, on se mouille. Tous les deux, on est dehors. Tous les deux, on est sortis. Ça change quelque chose d'où vous venez, d'où je viens? Non, au moment où on est sortis, on est tous les deux dans le même état. On est dans la même situation. C'est ça, Yotse. C'est ça, Yotse. Moi, je crois que ce qui fait un peu la richesse justement du pays d'Israël, et en même temps qui est malheureusement à l'origine de beaucoup, beaucoup de problèmes, c'est qu'on est tous issus de quelque part. C'est très rare les gens qui sont israélo-israéliens depuis toujours. Très rare. Peut-être que nos enfants, nos petits-enfants pourront dire « Ah non, on a toujours vécu ici ». Mais finalement, la majorité d'Israël, c'est pas ça. Vous savez pourquoi? J'ai lu un jour un texte qui disait que parce que Hachem veut que tout le monde soit égaux. Quand la Torah elle dit attention, fais attention à l'étranger, parce que toi aussi tu étais étranger en terre d'Égypte. Pourquoi elle dit ça la Torah? Toi aussi tu sors de quelque part, qu'est-ce que tu veux? Toi aussi ce qui te définit. Regardez Abraham, comment on l'appelle Abraham? Abraham à Ivri on l'appelle dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il vient mais à Ever, de l'autre côté. Lui aussi il est parti de quelque part. Première mitzvah que Hachem donne à Abraham, Lech Lecha. Sors, pars. Pars. Oui, c'est pour ça qu'il appelle Ivri. D'accord? Tout ça, c'est une même notion. Dans la vie, il faut être capable de savoir sortir. Quand on est capable de sortir, on est capable d'entrevoir toutes les solutions à tous les problèmes. Il n'y a pas de problème qui résiste à Yesh Me'ayin. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok? Voilà. Alors, Binader, on continue la semaine prochaine sur Pessah.